À la une de cette édition d'information, la mosquée centrale de la cité capitale du Cameroun sous les feux de la rampe. Le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, a procédé à son inauguration officielle ce 20 novembre à Yaoundé. À suivre également ce 20 novembre, comme chaque année depuis 26 ans aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée consacrée aux droits de l'enfant, occasion donc de s'intéresser à la Convention des droits de l'enfant mise en place depuis 1999. Et puis à l'étranger, ce 20 novembre au Mali, 170 personnes sont retenues par 2 assaillants à l'hôtel Radisson. L'on parle d'une prise d'otage massive à Bamako. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. À Yaoundé, le Premier ministre représentant personnel du chef de l'État a procédé ce 20 novembre 2015 au quartier Briqueterie à l'inauguration officielle de la mosquée centrale de la cité capitale du Cameroun. Philémon Yang a coupé le ruban symbolique d'un joyau architectural qui fait la fierté de toute la communauté musulmane. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Eric Ticheux pour le récit. Il y avait du beau monde au quartier Briqueterie ce 20 novembre 2015. La mobilisation était celle d'un jour de fête. Et tandis que le vendredi est jour de grande prière pour les fidèles musulmans. À tous, le Premier ministre a fait savoir que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est attaché à la liberté religieuse. Et la cérémonie en elle-même a commencé par une prière dite par l'imam Cheikh Ibrahim Moussa. Le chef d'État m'a demandé de vous dire qu'il attache un prix particulier à la liberté de religion dans notre pays. Le président vous félicite d'avoir réussi à bâtir une si belle mosquée ici à la Briqueterie. Cette structure que le PM inaugure est construite sur une superficie de 1000 m². Elle est composée d'une mosquée d'une capacité d'environ 3500 places, de 2 endroits d'ablution, d'un forage d'une capacité de 15 000 litres et des toilettes. Fondée en 1952, la mosquée centrale de Yaoundé a été rebâtie en 2007. Et il a fallu attendre 9 ans pour que les travaux s'achèvent et qu'on en soit là aujourd'hui. Ceci avec le soutien financier d'une famille. Occasion pour Philémon Yang de demander aux fidèles musulmans de faire bon usage de ce joyau architectural. J'invite les populations musulmanes qui vont l'utiliser à bien vouloir en faire un bon usage et à veiller à le maintenir en bon état. Solennité pour solennité, certaines personnalités ont été décorées par le Premier ministre à l'ordre national de la valeur et au mérite camerounais. Dans la suite du journal, l'activité au Sénat. Un nouveau projet de loi sur la table des sénateurs. Le président du Sénat, Marcel Niane-Difendi, a présidé ce vendredi 20 novembre 2015 une brève séance plénière de dépôt de loi à la Chambre haute du Parlement. Il aura été question de soumettre pour étude aux sénateurs le projet de loi régissant l'activité commerciale au Cameroun. À en croire certains représentants des collectivités territoriales décentralisées, l'adoption de ces textes aidera à assainir nos marchés inondés qu'ils sont par des produits périmés et parfois d'origine douteuse. Voici à présent quelques réactions au micro de Marcel Vondo et Salmon Foué. Je suis d'autant plus intéressé que je fais partie de la commission la production et des échanges à qui sera confié ce projet de loi. Les attentes sont multiples. Nous connaissons tous les problèmes que le Camerounais subit. L'un des problèmes fondamentaux, vous savez que nous vivons beaucoup sur l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est jamais contrôlé de façon permanente, je dirais de façon permanente pour ne pas dire pas du tout. L'un des problèmes fondamentaux, vous savez que nous vivons beaucoup sur l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est jamais contrôlé de façon permanente, je dirais de façon permanente pour ne pas dire pas du tout. Et cela fait que souvent, nous les ménagères, on se retrouve avec des produits périmés. Quand on met qu'il y a une promotion, sachez qu'il y a un problème.
En santé, le programme national élargi de vaccination pour la région du littoral a tenu hier 19 novembre 2015 à Douala un briefing sur la campagne de vaccination de lutte contre la rougeole et la rubéole. Campagne qui aura lieu du 24 au 29 novembre prochain. Objectif, capaciter la presse sur ce chantier énorme du pays en termes de santé. Reportage. Du 24 au 29 novembre 2015 aura lieu sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Dans la région du littoral à Douala, les responsables régionaux du programme national élargi de vaccination ont tenu ce 19 novembre 2015 un briefing avec les hommes et femmes des médias. Objectif global, capaciter les médias sur les enjeux de cette campagne qui vise à informer 95% de la population en amenant les mamans et les personnes en charge des enfants cibles à les faire vacciner pendant cette campagne. Les enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont concernés. C'est un vaccin combiné appelé RR qui sera administré aux différentes cibles. Le procédé est précisé ici par les responsables du programme élargi de vaccination du littoral. Il sera question d'administrer aux enfants de 9 mois à 14 ans le vaccin contre la rougeole et la rubéole. C'est un vaccin combiné, rougeole-rubéole. Pourquoi avoir choisi de combiner les deux? Bien, on a choisi de combiner les deux parce qu'on s'est rendu compte de ce que on avait une réapparition déjà de la rubéole et que nous avions des cas de malformation dus au fait que les femmes enceintes avaient été en contact avec le virus de la rubéole. Et pour protéger, maintenant pour éviter que les femmes à l'âge de la puberté ne puissent être porteuses de ce virus. Durant la campagne, 1138 équipes vont sillonner la région du littoral pour convaincre les populations de la nécessité de faire vacciner les enfants et les jeunes filles avant l'âge de la puberté pour que la rougeole et la rubéole disparaissent du Cameroun. Le lancement de la campagne de vaccination pour la région du littoral est prévu le 24 novembre 2015 à l'école publique de Nouvelle Aviation. Tout autre chose à présent, le secteur du cuir figure parmi les industries les plus lucratives dans le monde. Au Cameroun, de nombreux facteurs freinent sa compétitivité. C'est pour cette raison que s'est tenu à Ngaoundéré un atelier régional relatif à la compétitivité de la filière cuir au Cameroun. Les détails dans ce reportage de Joseph Moifo. C'est à la suite d'un processus d'appel d'offres lancé par le programme de compétitivité des filières de croissance pour réaliser l'analyse de la filière de croissance cuir au Cameroun que le cabinet Agro-PME a été retenu pour faire le diagnostic dans les différents bassins de production du bétail. Ce projet qui vise à réaliser une analyse détaillée de la filière de croissance pour le cuir, également d'analyser le cadre institutionnel et réglementaire, évaluer le niveau de compétence des acteurs de toute la chaîne d'abattage. C'est dans ce cadre que les différents participants venus du Minepat, Minepia, Minmid, de la SODEPA, des collectivités territoriales décentralisées, des organisations intermédiaires et des acteurs intervenant dans la chaîne de transformation ont, durant cet atelier d'un jour, approfondi les causes de performance de la filière. Un programme qui vise 6 bassins de production au Cameroun. Cet atelier est organisé par la délégation régionale du Minepat de la Damawa. Il fait suite à d'autres ateliers similaires organisés dans d'autres bassins de production et de transformation des produits, des peaux et cuir. En clair, il est question de doter le pays d'une filière cuir robuste et compétitive. Il est question pour le ministère de pouvoir voir dans quelles conditions le Cameroun peut devenir un pays producteur des produits et articles en cuir de qualité à des meilleurs coûts. Et l'atelier de Ngaoundéré ici présent permet d'affiner le pré-diagnostic qui a été fait au plan national, mais de l'enrichir avec des propositions pour pouvoir remettre cette filière sur les rails et à l'effet que le pays ne soit plus seulement dépendant des importations du cuir et des articles à cuir. Le délégué régional du Minepat pour la Damawa, qui présidait la cérémonie, a invité les différents acteurs à travailler en synergie afin d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Le Minepat dans ce séminaire a pour principal rôle de faciliter la synergie entre les différents acteurs. Donc, notre rôle, c'est de susciter des dynamiques de développement pour que
la filière cuir puisse effectivement jouer son rôle tel que cela a été clairement défini dans les termes de référence de l'atelier. Donc il est donc question que le Minepat, au regard de ses missions statutaires, facilite la mise en musique de tous ces dispositifs-là. De l'inventaire fait dans ce secteur d'activité au niveau régional, il ressort que la ville de Ngaoundéré compte près de 3 tanneries, 6 importantes fabriques de chaussures, une trentaine de petites et moyennes fabriques de chaussures et un dynamique secteur informel d'artisans en maroquinerie et autres. Un potentiel remarquable en matière de production d'articles finis en cuir. Aujourd'hui, 20 novembre, la communauté internationale célèbre la journée consacrée aux droits de l'enfant. Il est question à chaque célébration de mieux faire connaître le texte de la Convention, les droits qu'il énonce chez les enfants et les jeunes. Au Cameroun, cet arrêt sur les droits de l'enfant est diversement interprété. Reportage. La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant donne aussi l'occasion d'interroger l'opinion nationale sur la perception qu'elle a du texte de la Convention en charge de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant. À ce propos, d'aucuns pensent qu'il est plus judicieux en matière de protection des mineurs de tenir compte des réalités locales sans trop s'encombrer du modèle occidental. On voit le système européen qu'on implique ici en Afrique par rapport à l'enfance. Il ne faut pas taper l'enfant, il ne faut pas brimer l'enfant, il ne faut pas. Ça régresse plutôt la mentalité, ça révolte même la mentalité de nos enfants que nous avons ici au Cameroun. Le système européen ne peut pas l'impliquer ici en Afrique parce que chaque aire géographique a ses réalités. Le rôle du parent étant incontournable en matière d'éducation de l'enfant, l'on ne cesse tout de même de s'en prendre à l'État qui malheureusement est sorti depuis fort longtemps de son statut d'État-providence. Pour protéger les enfants, est-ce que le gouvernement regarde vraiment la situation des parents, c'est leur façon de vivre, les salaires, qui peuvent vivre bien et que les enfants aussi vivent bien. Parce que quand le père est malheureux, les enfants sont toujours malheureux partout. Et puisque la main ne tombe plus du ciel, il revient à chacun d'invoquer le Dieu auquel il croit pour l'encadrement de ses enfants devenus la cible de ces courants porteurs d'idéologies obscurantistes. Les gens sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour améliorer la situation, mais ça ne donne pas. Moi, je crois que c'est du pouvoir de Dieu. La célébration de cette journée vient en définitive rappeler à l'humanité entière que l'enfant a des droits, aux adultes d'en garantir le respect. Nous sommes vendredi et dans sa traditionnelle réflexion du vendredi, le service de l'information de KM News 24 nous plonge dans la frénésie des messages de solidarité à travers le monde face aux actes et victimes du terrorisme. De vives polémiques naissent de cette solidarité où une certaine opinion estime que l'on pleure mal nos morts au profit de ceux d'ailleurs. Si cela semble vraisemblable, quelles en sont les responsabilités ? Tentative de réponse dans cette analyse de Jerry Eba qui signe encore ce vendredi la réflexion du vendredi. Je suis Charlie Kerawa, photocall, armée camerounaise, je suis Paris. Dire que face à la terreur des agents de la mort que sont les terroristes, toute la planète devient cartésienne avec le fameux « je pense » dont je suis, dont on peut soustraire à « je souffre », « je compatis », dont je suis solidaire, qu'importe la race, l'ethnie, la religion, voire le sexe des victimes de la barbarie humaine véhiculée à travers les attentats kamikazes et autres attaques du terrorisme. Au lieu de s'attarder sur les querelles stériles entre les panafricanistes et les néocolonialistes, voici pourquoi il est difficile au Cameroun d'opérer la logique du mort kilométrique dans l'opinion sociale camerounaise. La réponse est dans l'offre médiatique dont les câblo-distributeurs imposent à l'opinion, les médias et chaînes occidentaux en faisant le chantage aux promoteurs locaux, donnant l'impression que l'on pleure mal nos morts. Il est difficile d'avoir les télévisions nationales dans les circuits mafieux de ces câblo-opérateurs. Ils matraquent les Camerounais avec des chaînes hindoues, asiatiques, françaises et même certaines africaines au détriment des télévisions nationales. Difficile donc pour les populations de l'extrême sud de savoir ni de voir les malheurs des populations de l'extrême nord et vice-versa. Cette violation des droits du public à l'information s'opère au vu et au su des autorités publiques avec un parfum de silence complice. Leur légitimité serait-elle peut-être dans les médias d'ailleurs? Au Cameroun, il est clair que les autorités chosifient les médias locaux. Il faut voir avec quel enthousiasme
ces autorités montent souvent pour répondre aux sollicitations des médias occidentaux. Ceci à coût des centimes additionnels du contribuable. Il faut les moyens pour les médias privés, puisque ceux qui se nourrissent à la mamelle du contribuable, dans un monde numérique et en pleine mutation, les services datent toujours de Mathusalem. L'on voit très rarement et très souvent de manière sporadique un déploiement médiatique conséquent de ces médias qui disent avoir le monopole du service public de l'information lors des attentats dans l'extrême nord. Comment voulez-vous donc que les populations qui n'ont que les médias occidentaux à leur disposition et où l'offre semble coller à la demande ne deviennent pas Paris ou Charlie? Alors que les pouvoirs publics opèrent la ségrégation et l'omerta dans les moyens déployés pour donner les informations crédibles et fouillées aux populations. Il n'est plus besoin de condamner ceux qui sont Paris ou Charlie au détriment de Photocol, Kerawa et autres. Il faut trouver nous-mêmes les responsabilités sur le désintérêt des populations, sur le sort des nôtres qui tombent chaque jour à cause du fanatisme des extrémistes et terroristes. Si la mort n'a pas de couleur ni de religion, sachons raison garder s'indigner face aux actes des bombes humaines et engins de la mort. Si la mort n'a pas un « muet » à la fin, ne restons plus muets et rompons le silence face aux violations des droits des populations, car un peuple bien informé est un antidote de la manipulation et de toute autre forme de dérive sociale. À vendredi. À vendredi pour une autre réflexion du vendredi. Voici à présent une sélection de l'actualité hors de nos frontières. 170 personnes sont prises au piège. Une prise d'otages massive était en cours à la mi-journée dans l'hôtel Radisson de Bamako au Mali. 2 assaillants, dont les revendications étaient encore inconnues, y retiennent 140 clients et 30 employés. La France attend beaucoup plus de l'Europe dans la lutte antiterroriste. Réunis en urgence aujourd'hui à Bruxelles, à la demande de Paris, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice ont planché sur les moyens d'éviter de nouvelles tueries. Comment se fait-il en effet qu'Abaoud, le cerveau des attentats de Paris, ait pu si facilement entrer en Europe sans être repéré? L'Union européenne a trop perdu de temps, a déclaré le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, pour qui l'heure est à l'action. Paris veut notamment des contrôles coordonnés et systématiques aux frontières de l'espace Schengen et un fichier européen de données sur les voyageurs aériens pour assurer la traçabilité du retour des djihadistes. En France, un hommage national sera rendu aux victimes des attentats vendredi prochain aux Invalides. Les États-Unis vont-ils se fermer aux réfugiés syriens et irakiens? En réaction aux attentats de Paris, la Chambre des représentants à majorité républicaine a décidé de suspendre leur accueil dans le pays. Mais la Maison-Blanche l'a d'ores et déjà annoncé, le président Obama mettra son veto à une telle fermeture. Un peu de légèreté et de plaisir au Japon. C'est une tradition depuis maintenant 10 ans. Des Japonais goûtent le Beaujolais nouveau en se baignant dans une eau couleur du vin. Dans la région montagneuse d'Akone, où les feuilles d'érable rougissent à l'approche de l'hiver, un sommelier remplit les verres de clients venus passer un bon moment. Et nous voici en sport, Coupe du Cameroun de football. La finale, sauf changement de dernière minute, oppose ce dimanche UMS de Loum à Panthère Dundee. Les 2 clubs finalistes ont perçu des mains du nouveau ministre des Sports cette semaine une subvention de 7,5 millions chacun et se trouvent depuis quelques jours dans la capitale politique. Les mouvements d'ensemble s'observent au stade depuis cette semaine. Le stade Amadou Ahidjo n'attend que ses invités. UMS contre Panthère, c'est la première fois que les 2 équipes se retrouvent à ce stade de la compétition. Leur parcours avant cette finale est retracé ici par Michel Ateba. Avant cette dernière phase, les 2 formations ont livré chacune 8 rencontres. UMS de Loum, 12e au championnat sur 18 clubs, 7 pourtant métamorphosés en Coupe du Cameroun. L'équipe qui est logée dans le département du Mungo, région du littoral, a le mérite d'avoir mis KO les grands ténors. L'Union sportive de Douala, Coton FC de Garoua, détenteur de la dernière coupe. Les As de Douala et Botafogo sont tous tombés devant le club du maire de Bafang, Pierre Kwebo, créé en 2010. Au total, UMS de Loum, c'est 5 victoires, 3 matchs nuls, 10 buts inscrits pour 4 encaissés. Au 32e de finale, la formation de Loum avait écarté une équipe de la Ligue régionale de football de l'Ouest. En face de cette formation de Loum, un habitué des finales de la Coupe du Cameroun de football. Vainqueur en 1988 et 2009, la Panthère sportive Dundee, alias Nzuimanto, revient en finale pour la 2e fois d'affilée, après l'échec contre Coton FC en 2014. Pour arriver à cette étape, le club de l'Ouest a tour à tour battu Avion FC Dunkam au 32e de finale, Young Sport Academy, le TKC de Yaoundé, Afama Libi et son cousin germain, Feuté FC de Banjoun.
Les verts et jaunes amenés techniquement par Emmanuel Noubé-Bosso partent favoris grâce à leur expérience dans cette compétition. Mais attention, malgré la jeunesse de l'UMS de Loum, l'équipe a des dents longues. À retenir de cette édition d'information, la mosquée centrale de la cité capitale du Cameroun sous les feux de la rampe. Le Premier ministre représentant personnel du chef de l'État a procédé à son inauguration officielle ce 20 novembre à Yaoundé. Ce 20 novembre, comme chaque année depuis 26 ans aujourd'hui, la communauté internationale a célébré la journée consacrée aux droits de l'enfant. Occasion donc de s'intéresser à la Convention des droits de l'enfant mise en place depuis 1999. Et puis, à l'étranger, ce 20 novembre au Mali, 170 personnes sont retenues par 2 assaillants à l'hôtel Radisson. L'on parle d'une prise d'otage massive à Bamako. Fin du journal et bon week-end à tous.